Bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition du Salon du Livre de la Grande Motte. Deuxième édition qui commence très très fort avec cette conférence et mon invité aujourd'hui, Bernard Werber. Bonjour. Bonjour. Ravi que vous êtes venus aussi nombreux à l'heure de la sieste. Très très important de l'attendre, en plus on va avoir une place. Je vous remercie. Il y a en effet beaucoup d'attentes depuis tout à l'heure, beaucoup de monde dans cette salle du grand auditorium et beaucoup de monde qui est encore à l'extérieur pour évidemment échanger avec vous, Bernard Werber. C'est ce que feront beaucoup d'entre vous tout à l'heure. En cours, vous aurez forcément des questions pour Bernard Werber et ce livre, Le temps des chimères, ce roman chez Albin Michel, que Bernard Werber pourra tout à l'heure vous dédicacer, 33e roman. Bernard Werber, oui. Je voudrais qu'on démarre peut-être par l'histoire, avant de répondre, de laisser la parole à la salle. L'intrigue, au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, on va suivre le projet Métamorphosis porté par Alice Kellerman, une brillante scientifique. Alors là, un projet particulier pour tous les lecteurs qui n'ont pas encore lu votre livre. Vous en parlez de ce projet. Alors, l'idée de mon héroïne, Alice Kellerman, c'est que l'évolution de l'humanité et la sauvegarde de l'humanité se fera par un changement de forme. Déjà, il faut voir que notre corps a bien changé. Vous avez vu, par exemple, en un détail tout simple, les dents de sagesse. Notre mâchoire n'est plus adaptée, parce qu'on ne mâche plus de racines, notre mâchoire n'est plus adaptée à une nutrition où on doit déchirer des racines, on se doit. Notre orteil devient plus petit. En fait, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et l'idée de mon héroïne, c'est essayer d'imaginer l'homme du futur en lui donnant une accélération dans son changement. Et son idée, pour arriver à augmenter ce changement, c'est de mélanger les cellules humaines et les cellules animales pour faire des hybrides qui soient ni homme ni animal. Donc elle crée trois sortes d'hybrides. Un hybride qui a un mélange entre l'homme et la chauve-souris, qui donne un homme avec des ailes. Un deuxième hybride qui est entre l'homme et le dauphin, qui donne un homme avec des nageoires. Et un hybride entre l'homme et la taupe, qui donne un homme avec des griffes qui lui permettent de creuser sous la terre. Et son idée, c'est qu'en prévision de toutes les catastrophes qui vont arriver, ces humains-là, ces hybrides, pourront s'en sortir là où l'humain normal ne pourra peut-être pas s'en sortir. Donc, par exemple, l'humain qui a des ailes pourra ne pas subir des tremblements de terre. L'humain qui a des mâchoires pourra s'en tirer en cas d'inondation ou de déluge. Et l'humain qui est capable de creuser la terre pourra résister quand il y aura un réchauffement climatique, les rayons du soleil deviendront mal filtrés, pour se protéger en allant sous terre. Et elle va créer ces trois hybrides qui au début sont des petits êtres tout mignons, et qui après vont créer des communautés entières. Le thème du livre, c'est que se passera-t-il lorsqu'il y aura d'autres humanités. Et je fais référence à une chose, c'est qu'en fait, avant, il y a eu d'autres humanités. Nous avons actuellement une seule forme d'être humain, qui est l'Homo sapiens. Et avant, il existait l'homme de Néandertal, l'homme de Denisovia, l'homme de Florencis, qui sont trois autres formes d'humains qui avaient des talents différents de nous, et qui ont disparu. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule forme d'être humain fait que notre espèce est en danger. Il faut savoir que s'il y a un problème, comme on l'a fait avec le Covid, nous pourrons tous mourir sans qu'il y ait un système de résistance. Donc ça serait ne pas mettre nos œufs dans le même panier. On va y revenir évidemment avec vous, Bernard Werber. Le début du livre commence par la révélation de la presse, un scoop, une conférence de presse, parce qu'on a clairement un journaliste, un peu comme ça, qui va fouiller et qui va y trouver des informations sur le projet porté par Alice Kellerman. Oui, alors moi j'essaie de m'ennuyer mes lecteurs, c'est un style. Et donc je démarre tout de suite par une scène d'action, une scène cinématographique et tout ça. Et là l'idée c'est que quelqu'un découvre les recherches, le résultat des recherches de Alice Kellerman, et vu que c'est beaucoup trop tôt, elle est affolée parce qu'elle comprend que les gens vont être choqués. Je donne une petite parenthèse, c'est que tout ce qu'il y a dans mon livre, quand je parle d'hybride ou de
elle parce qu'elle arrive à faire des hybrides entre des rats et des lapins, je crois. Et il y a un japonais qui fait des mélanges entre l'humain et le cochon, et l'humain et le mouton, et l'humain et le lapin, et l'humain et le porc. Et ce japonais, c'est Stanford, et puis le gouvernement japonais se disant dessus que les Américains vont être en avance sur les Chimères, ils viennent d'autoriser, il y a de ça 1 an et demi, ce japonais à revenir, et en l'autorisant à faire toutes les séquences qu'il voulait. Normalement, on doit s'arrêter quand on fabrique un être mieux ou humain, on doit s'arrêter à la limite de 14 jours. Et lui, il a déjà dépassé des mélanges humains-animal qui vont au-delà de 28 jours, ce qui veut dire qu'on est déjà en train de faire ça. Un matériel pour notre vivre. Oui, une matériel. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération de l'histoire, vous avez pu le remarquer. Toutes les choses qu'on pensait de la science-fiction quand j'étais jeune, il s'avère qu'on y est dedans. Moi, je vous avouerai, mon téléphone portable dans lequel j'arrive à faire la visioconférence, je ne pensais pas que j'allais voir de mon vivant. Je ne pensais pas que j'allais voir des voitures qui roulent toutes seules quand vous avez chez vous. Je ne pensais pas qu'il y avait de l'intelligence artificielle capable d'écrire un discours, a fortiori un livre, à la place d'un être humain. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que là ça va vraiment très très vite. Et je ne sais pas où on va, mais on y va vite. J'espère qu'on ne va pas au mur. D'ailleurs, vous le répétez dans votre livre et lors de vos nombreuses interventions, ce n'est pas aussi délirant qu'on l'imaginait, ce n'est pas simplement de la science-fiction, ce que vous nous racontez là dans ce livre. A priori, je donne des références. Oui. La plupart des recherches que j'évoque, par exemple, le fait de mélanger l'humain et l'animal, c'est techniquement, ça ne pose aucun problème. Mais je veux dire qu'il y a déjà des hybrides qui ont été créés. Le plus connu, c'est le mulet, qui est un mélange entre le cheval et l'âne. Et ça, le mulet, ça date de l'Antiquité. Mais il y a aussi le zébron, qui est le mélange entre le cheval et le zèbre. Et le tigron, qui est le mélange entre le tigre et le lion. Tout ça, ça a été fabriqué, ça existe déjà dans les zoos. Il y a le liagre, c'est entre le lion et le tigre, entre le lion mâle et la femelle, et le tigron, c'est le tigre mâle et la femelle lion. Donc il y a une expérience de millions d'espèces actuellement, et moi j'ai poussé un peu le curseur pour essayer de vous faire imaginer que peut se passer quand on va faire des mélanges un peu plus audacieux. Je trouve notre époque, celle qui est extraordinaire, surtout pour les hommes de science-fiction, parce que ça va très vite, y compris les modes sciences, que vous pouvez voir ces jours-ci. Du coup, ça nous oblige à tout le temps avoir le coup d'avance à penser, ok, sachant qu'on va très rapidement aller vers cette crise ou cette découverte, que va-t-il se passer après? L'intelligence artificielle, j'en parlais déjà en 1995. L'empreinte Building, l'avantage j'avais décrit 2 ans à l'avance. J'essaie chaque fois d'anticiper, c'est vrai que le terme c'est plus anticipation vers la science-fiction, d'anticiper ce qui va nous arriver. Et je crois que c'est bien pour l'humanité qu'il y ait des gens qui essaient de vous dire, ok, si on va dans cette direction, on va avoir cette conséquence. Et c'est presque un travail de vigie, c'est dans les bateaux, ceux qui regardent l'eau pour voir les récifs, ou voir les continents où on va atterrir. Mais il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent au futur, et il ne faut pas que ce soit que les politiciens, ou que les économistes, ou que les philosophes. Il faut vraiment que ce soit des gens qui s'autorisent à aller très loin. D'ailleurs, votre héroïne, Alice, a un assez proche de la famille, je crois que c'est son nom, Paul Callahan, c'est ça, qui lui existe vraiment et qui a conduit des expérimentations historiques également. Alors, Paul Callahan est pour moi l'un des plus fascinants de la science. C'est lui qui a développé la théorie de la marque. Je dis tout simplement que je vous explique. J'ai autre attention, je vais vous expliquer un truc un peu complexe, mais vraiment intéressant. En gros, il y a un type génial qui s'appelle Jean-Baptiste Lamarck, qui est devenu apparemment quelques années plus Lamarck. Chevalier de Lamarck, c'est à l'époque de Louis XVI. Et ce type, il a fait un inventaire, je parle un peu loin, un inventaire de toutes les plantes. Et ça a été le best-seller de l'époque, parce qu'il expliquait comment les plantes évoluent. Et à partir de là, il a fait un inventaire de tous les animaux. Il a sorti une théorie d'évolution des animaux. Et son idée géniale,
Donc c'est un défi presque mécanique qui est proposé là. Donc il sort cette idée transformiste qui en gros, un animal peut changer, peut s'adapter au milieu dans lequel il vit. Lamarck est la risée de tous les scientifiques de son époque. Finalement, on ridiculise tellement son travail qu'on le coupe les yeux. C'est lui qui a créé le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et il tombe dans la misère, il vend toutes ses collections, et il va terminer clochard et mourir et être jeté dans le fossé. Jean-Baptiste Lamarck. Quelques années plus tard, le père de Darwin dit à son fils tu devrais regarder les travaux de Lamarck, c'est intéressant. Le fils comprend le principe de l'évolution des espèces, mais il dit zut, si je dis que je ne suis que l'élève de Lamarck, je vais passer pour un disciple d'un scientifique français, en plus considéré comme un gros nul. Donc il dit je ne suis surtout pas un disciple de Lamarck, et il sort une autre théorie. La théorie de Darwin, c'est qu'il y a des espèces de toutes les formes. Certaines survivent, d'autres ne survivent pas. Donc pour Darwin, il y avait plein de girafes, dont certaines avaient un grand goût. Toutes celles qui avaient un petit goût sont mortes, et la girafe qui avait un grand goût, vu qu'elle arrive à choper des feuilles au-dessus, elle est arrivée à survivre. En gros, la différence entre Lamarck et Darwin, vous allez pouvoir former ce soir en société, dans le débat chez vous, c'est que pour Lamarck, n'importe quel individu peut, en faisant un effort, changer pour s'adapter au milieu, alors que pour Darwin, soit vous laissez déjà adapter, soit vous ne laissez pas, et vous ne laissez pas adapter. Et si vous n'êtes pas adapté, eh bien vous allez crever. Et vous pouvez rien y faire. Donc ce qui est bien avec Lamarck, c'est que ça laisse une chance à tout le monde. Alors que pour Darwin, si vous n'êtes pas bien né, eh ben, c'est dommage pour vous. Et donc il y a une guerre entre les lamarckistes et les darwiniens. Et l'un des héros de la lutte lamarckiste moderne est ce Paul Camérère. Et Paul Camérère, il a interverti les crapauds. Ce soir, vous allez pouvoir faire l'animation. En gros, il a pris un crapaud qui, sous sa forme terrestre, était vivipare, et c'est le même crapaud, et sous sa forme aquatique qui vit dans les lacs, il est ovipare. Il a pris le vivipare, il l'a mis dans le lac, et il a pris l'ovipare du lac, et il l'a mis en campagne. Et l'idée, c'était de montrer que l'animal avait changé de mode de ponte en s'adaptant au milieu. Il arrive à le montrer, mais seulement il avait contre lui tous les darwiniens, qui faisaient quand même 90% des scientifiques. Et les lamarckistes ont toujours. D'ailleurs, l'école française a tout le temps été en lutte en sciences contre l'école anglaise. Et les Français, sur ce combat-là, ils n'ont pas été solidaires avec Lamarck, c'est dommage. Mais bon, toujours est-il que Paul Camérère a fini on lui a proposé de faire une démonstration de son crapaud. Et la veille du jour où il a fait cette démonstration, son laboratoire était entièrement brûlé. Et il ne restait qu'un seul crapaud survivant. Donc c'est un crapaud qui avait des marques, c'est un crapaud de montagne, qui avait des marques pour s'adapter au lac, au milieu aquatique. Je suis clair, là, ça va? Et notamment, c'était des petites taches noires qui servent devant tous pour que le mâle puisse s'accrocher à la femelle dans l'eau. Et donc, il montrait un crapaud avec des signes de montagne, mais qui est adapté à l'eau. Et donc, la veille, son laboratoire prend feu, il reste qu'un seul crapaud vivant, avec des taches. Et il fait la démonstration devant un groupe de darwiniens qui ont dit non, on veut bien essayer d'être convaincus, faites-nous l'expérience. Et alors qu'il montre le crapaud, il y a un scientifique darwinien qui arrive et qui dit je examine ce crapaud et ce que je vois, c'est que ces taches noires ont été faites avec de l'encre de Chine. Tout le monde voit que c'est du faire de Chine. Du coup, Lamarck s'en va sous Paul Camérère s'en va sous les huées et les coquillets. Et on le retrouve mort quelques temps plus tard en forêt en disant qu'il s'est suicidé parce qu'il avait honte d'être pris en flagrant délit, d'avoir fait un faux. Quelques années plus tard, Arthur Koestler, qui voulait faire un reportage sur les grandes escroqueries de la science, en lui dit la plus grande escroquerie après ridicule, c'est Paul Camérère avec son crapaud des montagnes adapté avec des taches noires. Il va rencontrer le laborantin qui a mis ça, et le laborantin lui dit en fait, il a reçu l'argent de l'armure. C'est lui qui a mis le faux laboratoire, c'est lui qui a remplacé l'unique crapaud adapté par un faux crapaud dans lequel c'est lui qui avait mis l'encre de Chine.
qui je considère comme une grosse dégueulasserie. Quant au suicide soi-disant de Paul Caméraire, on a retrouvé, Arthur Koestler a fait l'enquête, et il a retrouvé qu'à la mort, en fait, c'était pas un suicide, c'était un assassinat. Donc j'avais pratiquement avec la vie de Paul Caméraire, j'avais une injustice pour une théorie qui est géniale, et en plus je suis pratiquement une enquête. Donc je me suis dit, le thème c'est pas Paul Caméraire, je vais juste imaginer que Alice Caméraire est la descendante de ce Paul Caméraire héroïque. Si vous voulez en savoir plus sur Paul Caméraire, pour les quelques qui l'aiment, donc c'est un livre qui a écrit Arthur Koestler qui s'appelle Les Craintes du crapaud, dans lequel il raconte toute cette histoire qui est quand même dramatique. Mais je continue à penser que la théorie anarchiste est plus forte. Et encore un petit élément, actuellement, il y a une chose qui s'appelle l'épigénétique. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. L'épigénétique, ça considère que la génétique change, notre code ADN change en fonction du milieu. C'est-à-dire qu'actuellement, on considère, sous un autre nom, on appelle pas ça transformisme, on appelle ça anarchisme, on considère que la théorie darwinienne ne fonctionne pas pour expliquer ces deux changements, et que la théorie anarchiste, le transformisme, l'épigénétique, expliquent comment on vit. Alice, d'ailleurs, en effet, ce que vous dites sur Paul est très important, parce qu'en effet, c'est une des bases du livre entre hommes, mais Alice dit cette phrase: le projet consiste à copier Mère Nature et à nous rediversifier nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que vous faites là? Si on regarde la nature, elle ne fonctionne pas en éliminant une espèce ratée. Elle ajoute une autre espèce. Il y a 500 000 espèces de coléoptères, 12 000 espèces de fourmis, 15 000 espèces d'abeilles. Pourquoi il n'y en a pas plus? Chez les fourmis, un peu que je connais un peu plus, entre la plus petite fourmi et la plus grande fourmi, il y a une différence de 60. Un ratio de 60. C'est-à-dire que c'est comme si chez les humains, il y a des humains de 1 mètre et des humains de 60 mètres de haut. Vous dire à quel point cette espèce est diversifiée. Et étant diversifiée, elle est adaptée à tous les milieux, y compris le désert, y compris les places polaires. Et c'est ça qui est formidable dans la nature, c'est qu'elle ne juge pas une espèce qui est ratée, elle lui ajoute une concurrence qui va probablement l'éliminer. Et c'est pour ça que mon pense que pour sauver l'espèce humaine, il faut nous diversifier en nous-mêmes, pas que la nature nous force à nous diversifier. Ça va, je ne suis pas trop là. Vous allez voir le livre exceptionnel. On voit bien, évidemment, qu'il y a beaucoup de débats autour du projet qui est porté par Alice. Alice qui croit énormément, son ministre de la Santé également. Cependant, quand elle va lancer ce projet, sur plusieurs décennies, tout au long de ce livre, il y a autant de fascination que de déception pour Alice et de la part d'Alice face à une nouvelle humanité qui est peut-être aussi décevante que la précédente, non? Ils sont à moitié humains. Et étant à moitié humains, ils sont à moitié comme nous. Et nous sommes une espèce, quand on regarde bien, territoriale, sociale. 3, qui fonctionne avec des rapports de force. Ce qui nous crée une partie du stress d'entreprise, mais c'est des choses très anciennes. Pourquoi? Parce que notre espèce a tout le temps vécu dans la peur pour sa survie. Nos grands ancêtres, et ça a été sur des dizaines, des centaines de milliers d'années, ont eu peur des prédateurs, ont eu peur de la maladie, ont eu peur des trompettes, ont eu peur des insectes, ont eu peur des serpents, ont eu peur des scorpions, ont eu peur des araignées. Et c'est ceux qui ont eu peur qui ont survécu. Du coup, pour reprendre l'épigénétique, j'allais dire les optimistes cool, ils sont morts. Et la plupart de nos ancêtres étaient paranoïaques. C'est ceux-là qui ont survécu. Donc à force, nous avons eu toute cette peur, tout ce stress très ancien qu'on ne peut pas évacuer en une seule génération. Déjà, prenez conscience, depuis combien de temps on a la garantie de manger tous les jours? Pour nous, ça a l'air évident, on va au stack, on a un choix énorme. Mais pour nos parents, pour nos grands-parents, il y avait l'idée, il faut se débrouiller pour que nos petits-enfants puissent manger tous les jours. Et ça occupait tout le reste. On n'avait pas le temps de faire la méditation, de réfléchir à la spiritualité, c'était dans la survie. On n'est pas sorti de la survie il y a longtemps.
peut imaginer que le projet qui est porté dans ce livre, et qui repose en effet sur des bases très travaillées, c'est pas simplement un roman de fiction, mais un roman d'anticipation, et comment ça peut se traduire dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des recherches en France qui sont conduites là-dessus? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce que voilà, il y a des débuts d'illustration de ce qui peut venir? Alors oui, ça va être fait. Les travaux théoriques sont faits pour une raison très simple, c'est qu'on manque d'organes pour les greffes. Et le fait de pouvoir mélanger des cellules humaines et des cellules animales pour faire des êtres inanimales et humains, ça veut dire la possibilité de fabriquer des pancréas, des reins, des cœurs, des organes, tout ça, de survie, des foie, qui nous manquent grâce à cet corps animal. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites avec le corps. Mais je suis en train de me rappeler de ta question tout à l'heure et que je ne vais pas vraiment développer. Je disais qu'il y a une part d'humain. Si les êtres hybrides qui reproduisent leurs mêmes erreurs, c'est parce qu'il y a une part d'humain, et la part d'humain est issue d'une tradition de stress et d'agressivité. Nous ne pouvons pas actuellement créer un monde où nous allons tous nous aimer et vivre en paix. Parce qu'il y a un trop grand passif de douleur, de mémoire, de guerre, de massacre, de rapport de force. Et quand Alice Cameron va faire des hybrides, il y a une espèce neuve qui est la partie animale, mais il y a une espèce pas neuve du tout, qui est la partie humaine. Et cette partie humaine, elle va déjà, les trois groupes hybrides rentrent en concurrence en se disant nous, on est meilleurs. C'est-à-dire ceux qui volent se considèrent meilleurs que ceux qui nagent se considèrent meilleurs que ceux qui creusent se considèrent meilleurs que ceux qui volent. Et les trois rentrent en concurrence comme si c'était nos trois enfants. Dès le moment où on a trois enfants, ils vont être en concurrence pour l'amour des parents. Ceux qui ont, déjà, on le voit avec des structures familiales simples, il y a toujours cette idée de qui c'est qui est le plus élevé. On voit dans l'histoire de la France, si l'Europe a éclaté, c'est parce qu'à un moment, la descendance de Charlemagne, il y a eu trois, donc du coup, l'Europe en trois, ils se sont fait la guerre. Cette chose-là de rivalité pour les héritiers du pouvoir, c'est ce qui fait notre catastrophe. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée, il y en a un qui veut tout, et qui veut tout piquer aux deux autres. Et là, c'est ce qui va se passer avec les trois hybrides, c'est qu'après une période où ils vont tous grandir ensemble, ils vont tous partager les mêmes valeurs, il y a un moment où ils vont se dire, attends, nous qui volons sommes quand même au-dessus des autres, nous qui nageons sommes au-dessus des autres, et nous qui creusons sommes au-dessus des autres, et chacun, par sa spécificité, se considère comme l'unique héritier logique de l'humanité et l'unique digne de rentrer dans le futur. Et c'est ce drame-là que va découvrir Alice, c'est-à-dire Alice, elle croit quelque part, respecte qu'on va être tous les trois gentils, qui vont être tous les trois mieux que nous, qui vont être tous les trois pas tentés par la violence et par la guerre. Et là, elle va découvrir que les trois, finalement, font les mêmes erreurs que nous, parce que ce ne sont pas des anges. Aucune espèce n'est ni gentille ni méchante. Chaque espèce, chaque individu, a une sorte de volonté d'immortalité, une volonté de survivre le plus longtemps possible et transmettre ses gènes pour que ses enfants soient ceux qui vont occuper le futur. Et c'est de là que vient une partie du drame, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se calme, qu'on arrête de vouloir le pouvoir, qu'on arrête de vouloir surpasser les autres, et quelque part, c'est l'émotion qui est un peu harmonique. Le contraire de cette volonté de pouvoir, c'est l'harmonie, c'est-à-dire qu'on considère que, ok, on peut vivre ensemble à même niveau sans qu'il y ait un qui surpasse l'autre. Et ça, pour l'instant, on n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend la compétition. Il faut être meilleur. Si un capitaliste, c'est vous devez être meilleur. Le meilleur, ça veut dire que vous devez écraser les autres qui sont dans le monde. Et tout ce système-là a été répété dans mon cerveau depuis tellement de temps qu'on ne pourrait pas se dire, ok, on s'en fout, je suis le meilleur. Ce que je voudrais, c'est juste qu'on s'entende bien et à la limite, on peut se le partager. Tout en théorie, il y a le déni de l'humanité des hommes et des femmes sur l'avenir et sur les dégâts présents qui s'illustreront dans l'avenir. Il y a une idée exactement comme tu dis un rapport au temps. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier le court terme au long terme. Actuellement, en fait, si on voulait qu'il y ait un monde meilleur, il faudrait qu'on renonce à consommer, donc avoir du confort et avoir
forêts. Donc il faudrait presque qu'il y ait une sorte de consensus mondial où on se dit, ok, on arrête la croissance, on arrête aussi la croissance démographique. Même si ce n'est pas politiquement correct de dire ça, c'est juste une logique de système. Et on se calme pour ne pas épuiser la planète et laisser un monde viable à nos enfants. Mais ce discours, je l'entends chez aucun politicien, c'est-à-dire le renoncement à la consommation, parce qu'on a l'impression qu'en faisant que les gens peuvent consommer, ça les calme, ça leur donne un sentiment de pouvoir, et ça leur donne aussi le sentiment de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Il faudra apprendre le pouvoir de ne pas avoir besoin d'acheter, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 voitures, on n'a pas besoin d'avoir 5 réfrigérateurs, une télévision. Juste, il faudrait le pouvoir de se contenter juste du nécessaire, et en se disant, ça me suffit. Et avoir aussi un regard différent au monde animal, peut-être avoir un rapport différent. Ça aussi, évidemment, entre eux, c'est ce qu'on dit. Oui, je crois qu'en fait, on a un rapport normal avec les chiens et les chats, parce qu'ils sont à la maison, ils sont gentils. Mais les autres espèces, surtout les espèces considérées comme moches, on s'en fout complètement, c'est pas pareil. Moi, j'ai pu voir, quand j'ai écrit le père de mon père, que les cochons, en fait, ils sont passés pas très loin de devenir des animaux domestiques, et qu'ils ont les avantages de l'intelligence du chat, plus de la fidélité du chien. Donc, normalement, ils auraient dû être installés dans des maisons. En plus, nous, les cochons, c'est très affectueux et ça aime les hommes. Seulement, on ne leur propose pas de s'entendre avec nous, on les met dans des endroits où ils sont coincés, on les gave de nourriture, on les gave de médicaments, et après on en fait de délicieuses charcuteries. Et quelque part, on ne s'est jamais dit, en fait, qu'il y a quand même le cerveau dans l'esprit de ces animaux. Le fait qu'on ait l'empathie pour certains et pas pour d'autres, ça me semble une gigantesque erreur. Toutes les formes animales ont droit à une forme de respect. On voit ça dans certaines spiritualités orientales, mais je pense que ça va évoluer progressivement vers cette idée-là. Nous avons besoin des animaux, et pas seulement des chiens et des chats. Nous avons besoin d'avoir une faune, une flore très diversifiée pour notre propre survie. Nous ne pourrons pas vivre avec une seule forme d'animal, une seule forme d'insecte, une seule forme de mammifère. Nous avons besoin de cette diversité, ne serait-ce que pas de nous. Il ne faut pas nous couper de la nature. Il ne faut pas nous couper de la vie animale, de la vie végétale. Et je crois que ça a l'air évident maintenant, mais ça va devenir un vrai enjeu. Il y a un moment, il va y avoir des décisions politiques. Est-ce qu'on crée des forêts ou est-ce qu'on crée, des lotissements? J'ai vu ça en Chine. Quand j'ai pris le train entre Pékin et Shanghai, au moment de sortir avec le train, je vois il y a des barres d'immeubles en béton très haut. Les barres, ça veut dire c'est des alignements. Et puis, le train va très vite, il est plus rapide que le TGV, ça fait en plus des avions. On roule, et ça continue, au bout de 10 minutes, il y a toujours des barres, et toujours pas de prairie avec des haches. Et ça continue, et ça continue. Et en fait, Pékin et Shanghai, pour donner une idée, c'est pour la distance Paris-Nice. Imaginez Paris-Nice avec des immeubles sur tout le trajet. Vous voyez la quantité de population que ça peut faire. Ben ça, c'est un choix qui est en train d'être fait en Chine, qui m'a l'air terrible. Il faudrait un moment qu'on dise, on va arrêter les immeubles, on va arrêter la croissance démographique, on se calme, on s'arrête, on réfléchit. Mais le tout béton, le tout acier, c'est le suicide. Pour pérenniser l'aspect humain, il faut y mettre autre chose. Il faut se calmer, il faut s'arrêter et réfléchir. Et de manière mondiale, pas juste en France. Si nous avons les écolos ici en Arabie Saoudite qui construisent une vallée en béton entièrement qui utilise énormément d'eau, comme ils ont fait au Qatar, des stades réfrigérés où les gens arrivaient avec des anoraks en plein désert, il y a un moment c'est débile. Il faut dire stop, même pour le sport, même pour le football, je ne sais pas combien de milliers de Népalais qui sont morts pour construire ces stades. Ces stades, c'est une insulte à l'écologie et à l'espèce humaine. Et pour le football, c'est plus terrible. Alors, quelquefois, il faut signaler ça, mais je pense que nos enfants qui verront qu'on a fait ça et qu'on a trouvé ça normal, qu'on n'a rien dit, ils diront à l'époque, ils étaient des couillons, ils ne se rendaient pas compte que construire des stades en plein milieu des déserts très chauds, le tout réfrigéré, c'est une empreinte carbone terrible et du coup, ça grille la planète.
fin de parenthèse. Oui, mais ça c'est pourquoi, parce que aussi, c'est quand même un peu un défi majeur. Mais match de foot, c'est quand même tellement chouette. En effet, on pourrait développer sur le sujet. Une dernière question avant de laisser quelques minutes la parole à Sam, puisqu'il nous reste 10 minutes. C'est un mot sur les autres formes de vie. Et on voit bien dans ce livre, comme dans tous les autres livres que tu as pu écrire, les autres formes de vie qui sont des sources de sagesse. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Et quand on termine ce livre-là, c'est aussi un des messages. Oui, l'une des idées, je viens de poser la question, c'est on se prend pour l'espèce la plus intelligente, la plus forte, la plus légitime au rang de super pouvoir, super prédateur. Et si on regarde les autres formes de vie, il y en a d'autres qui finalement sont plus adaptées que nous à la planète et qui fonctionnent mieux que nous. Dans la prophétie des abeilles, je montre comme une ruche, ça fonctionne beaucoup mieux qu'une ville, je suis désolé, monsieur le maire, mais quelque part, toutes les ruches, toutes les villes devraient espérer avoir une structure. Je sais que vous aimez les nouveaux design, le design de ruche est assez joli avec les hexagones. Il y a, par exemple, un système, je ne sais pas si vous savez, il y a un système de climatisation dans les ruches. Ce sont des ouvrières qui se mettent à entrer des rayons, qui battent les ailes pour créer des courants d'air. En créant ces courants d'air, en fait, ils créent un système de climatisation exactement similaire à celui d'un réfrigérateur. Donc, c'est une ville qui est pensée pour être autonome, avec une température constante et avec un niveau de satisfaction de l'ensemble de la communauté permanent. Et ce système de la ruche est en permanence informé par la danse des abeilles qui signale tout ce qu'il y a comme nourriture et comme domaine. Et une fois qu'ils ont épuisé les ressources qu'ils ont, ils se déplacent. C'est comme si on pouvait déplacer Paris parce qu'on considère que c'est trop pollué, et on le met un peu plus loin. Sur la Côte d'Azur, par exemple. Ah ouais, bon alors, en Bretagne. Mais un endroit où il y a plus d'air, quoi. Les cités insectes, que ce soit fourmis ou abeilles, j'ai beaucoup étudié, ils ont cette idée quand on épuise la nature, on bouge pour aller à la nature de se ressourcer. De même que les communautés de ces deux cas, les abeilles et les fourmis, qui sont des espèces qui ont 120 millions d'années, alors que l'humanité a 3 millions d'années. C'est-à-dire qu'elles ont prouvé que sur le long terme, ça tient. Il y a cette idée de bien-être collectif. C'est-à-dire qu'une abeille ou une fourmi se réalise dans le bonheur des autres. Et ça c'est par une chose, c'est que les fourmis sont équipées, par exemple, d'un jabot social. C'est-à-dire qu'elles ont deux estomacs. Un estomac pour digérer la nourriture pour elles-mêmes, et un estomac secondaire pour garder la nourriture au cas où quelqu'un qui est faim et puisse lui donner à manger. Ça force la sociabilité, en fait, ça force l'intérêt pour les autres. Si on arrivait à se réaliser, par exemple, si vous réalisez dans le bonheur des grands motoires, c'est ça le terme. C'est-à-dire que chacun grand motoir se dit, moi, mon intérêt personnel, ok, c'est important, mais je serai encore plus heureux si c'était tous heureux autour de moi. Et si on avait cette idée vraiment intégrée complètement en nous, c'est-à-dire qu'on se dirait, qu'est-ce que je peux faire pour que l'ensemble du système fonctionne bien, dans l'harmonie, de manière que personne ne se sente lésé, ni hors système. Mais que ce soit intégré, que ce soit en autonomie. Au moment où on le fait, vous ne dites pas, ouais, j'espère qu'on va me dire merci, vous le faites naturellement, parce que votre bonheur, c'est le bonheur des autres. Et ça, c'est une évolution possible de l'humanité. On n'y est pas encore. On avait saisi. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'après avoir fait plusieurs erreurs de génération suivante, il puisse apparaître un moment où on se dit, bon, que faire pour changer pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus la pollution, pour qu'il n'y ait plus le fanatisme. Peut-être repenser la place de l'homme dans la nature et la place de l'homme avec l'homme. Et le repenser d'une manière extérieure. C'est-à-dire, par exemple, moi je ne suis pas du tout dans le message des écologistes. Pour moi, les écologistes, c'est juste un parti politique de gauche qui se fait un vernis, je sais des écologistes dans la salle, et on m'avait proposé à un moment d'un parti écologique, puis c'est juste des gens qui
nouvelle écologie qui soit juste l'intérêt de la planète et l'intérêt de l'espèce humaine en vue de sa survie sur le long terme. Et c'est ça que j'essaie de faire passer un peu dans mes... Mais c'est ça qu'on a voulu voir à la mer. Il a tout à fait avec vous, pour dire complètement la vérité. À 15h10, c'est-à-dire dans 7 minutes exactement, nous accueillons un autre monument de français, c'est Maurice Cyrulnik. Donc je vais prendre deux questions, donc je vais générer une frustration considérable, pardonnez-moi, et deux questions, les deux premiers qui lèvent la main, et je me dirige là-bas, monsieur. Allez, et questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vraiment aller à 14h. Je vous ai compris. La décroissance. Oui. Il y a quelque chose qui s'y oppose. C'est le logiciel économique actuel et mondialiste. Avant, on disait le capitalisme, c'est bon, mais le libéralisme, tout va à l'encontre de ce que vous dites aujourd'hui. Et la philosophie de tous les États, y compris les États qui se prétendent communistes comme la Chine, c'est cette croissance qui est générée par l'idéologie mondialiste. Il faut, pour le capital, de la croissance. Sinon, il s'éteint. Alors, Bernard, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, il n'y a pas un seul parti qui a réellement proposé la décroissance, ni les communistes, ni les écologistes, ni les capitalistes, ni les libéraux, parce qu'on est entré dans un système où la croissance, c'est ce qui rassure et tout le monde. Qui croissance, dit monter la consommation, dit monter l'industrie, dit tout le monde travaille, dit... Donc, le processus que je propose, c'est ça l'avantage d'être un auteur de science-fiction, c'est un processus qui, pour l'instant, n'est pas du tout dans les tuyaux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra faire encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de souffrances pour qu'on comprenne, ok, on va quand même être obligé de s'arrêter. Je ne parle même pas de décroissance, mais déjà arrêter la croissance. Et de manière mondiale, si la France arrête la croissance, on va se faire défoncer juste par tous les autres. Et surtout, le pays qui devrait se calmer, c'est la Chine. J'ai été en Chine, l'air est irrespirable, tellement il y a l'industrie. La population est entièrement surveillée par caméra. Vous avez la chance de ne pas être là-bas, je veux dire, c'est pas le bon plan. Et ils sont dans une sorte de volonté de se faire beaucoup d'argent très vite. Et il n'y a plus aucun humanisme, il n'y a plus aucune générosité, c'est moi qui pousse les autres, et puis vous crevez. Et ils sont au niveau mondial, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à détruire tous les pays pour leur piquer leur matière première, pour augmenter leur pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'il faut arrêter, parce que ça va nous tuer. En tant qu'espèce. je prends une question ici. Dans votre livre, à la fin, vous dites que la part humaine, je ne sais pas, peut-être les Chinois ne font pas à cause de la partie humaine. Est-ce que vous pensez que l'humanité va s'éteindre justement parce que nos cerveaux sont faits pour penser à l'immédiat, le sexe, les poils, les plaisirs, les plaisirs, et pas la collectivité sur le long terme? Allô? J'écris aussi pour vous avertir. Non, ça va bientôt terminer. Il y a un réel danger pour l'espèce humaine disparaisse. Ciao. Mais beaucoup d'espèces ont disparu. Il faut comprendre qu'on a des machines, des ordinateurs et on occupe tous les terrains, on est sûr de survivre. Il y a un danger pour les espèces humaines disparaissent, mais si je parle de la solution des hybrides, c'est qu'il y a toujours des gens très originaux qui sortent des nouvelles idées. Dans tous les livres, je dis une chose, on fait 3 pas en avant, puis il y a une crise, on fait 2 pas en arrière. À nouveau, ça redémarre, on fait 3 pas en avant, à nouveau on fait 2 pas en arrière. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple, la civilisation d'Antiquité va jusqu'à l'Empire romain, l'Empire romain s'arrête en l'an 500. L'an 500, c'est l'invasion barbare, tout redescend, tout le monde s'effondre, et on va y être 1000 ans pour avoir la renaissance. C'est-à-dire qu'au point de vue technologie, au point de vue littérature, au point de vue philosophie, au point de vue économie, entre 500 et 1500, on n'a pas progressé. 1500, renaissance, c'est bien, on renaît de là où on était mort. Eh bien, l'histoire de l'humanité, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais, actuellement, il y a un risque
moment-là, il faut trouver des solutions originales. Et dans tous mes livres, surtout dans celui-là, je dis, au final, on va s'en sortir, parce qu'il y a des gens, il y a des génies, qui, là où tout semble foutu, trouvent des solutions. Et jusqu'à présent, on a toujours eu des génies qui ont trouvé des solutions. Donc, mes livres finissent toujours bien, celui-ci finit bien. Mais les phases avant que ça finisse bien sont un peu inconfortables. Mais c'est le rôle même de l'auteur science-fiction, c'est d'avertir des dangers et de proposer des solutions. Le temps des chimères chez Albert Michel.